Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Guillaume Renard, bonjour. Bonjour. Alors on dit Ron, c'est ça? Ouais, si tu veux. Alors, il y a ceux qui vous connaissent déjà par vos bandes dessinées et il y a ceux qui vont vous découvrir tout simplement grâce à Moutafoukaz. Avant d'écouter un petit extrait de la bande-annonce, comment on peut décrire l'univers de Moutafoukaz? Ah ouais, alors ouais, c'est une longue histoire. Comment tu peux... Bah écoute, imagine une ville tentaculaire, une espèce de sœur jumelle et maléfique de Los Angeles. T'y places 3 petits losers, une espèce de conspiration étrange avec des entités cosmiques qui sont sous apparence humaine et le tout mélangé à une culture West Coast avec de la lucha libre et t'as un petit aperçu de ce que peut être Moutafoukaz. Dans son univers en entier, hein, on parle aussi de la BD là. Ouais. Alors on va écouter tout de suite un extrait de la bande-annonce. Ça veut dire... Angelino, les flics ont rejoint la partie. Lino, c'est rouge. Alors Ron, faire un film, c'est un parcours du combattant, mais un film d'animation, c'est encore plus ouf, comme dirait Angelino. C'est un travail titanesque. Combien de temps ça vous a demandé et comment c'est venu de passer de la bande dessinée justement au film d'animation? Alors le film, la production du film, si on prend tout dans son entièreté, c'est-à-dire la pré-production, la production et la post-production, ça a mis à peu près 8 ans. 8 ans, c'est super long, mais c'est vrai que le film... c'est déjà, il faut se mettre en tête que c'est un film de genre. C'est un film de genre qui fait hommage au genre, mais qui est aussi en animation pour adultes. Donc tu peux déjà imaginer un peu tous les handicaps qu'on peut rencontrer en termes de production. Donc voilà pourquoi il y a 8 ans. Et ensuite, c'est une collaboration aussi avec un studio japonais qui s'appelle le studio 4 degrés. Et du coup, c'est vrai que il fallait aussi toute cette étape de pré-production, de se mettre d'accord les uns avec les autres. Il y a la barrière de la langue, il y a la barrière culturelle. Donc tout ça prend du temps à se mettre en place et pour qu'on soit vraiment dans les clous et qu'on verrouille toute la prod de manière la plus nickel possible. Forcément, ça nécessite un peu de temps. C'était un rêve? Est-ce que de la BD, on s'est dit un jour dans un rêve, j'en ferai un film? Bah écoute, ouais, c'est un rêve. Déjà, mon métier à la base, c'était un rêve de gosse, c'est-à-dire que même pour la bande dessinée, déjà moi. Dès tout petit, je disais je veux être dessinateur de bande dessinée. Donc à la fois c'est un rêve, mais en même temps c'est une forme d'évidence dans le sens où je me demande souvent mais qu'est-ce que j'aurais fait d'autre si j'avais pas pu faire ça quoi. Donc voilà. Après c'est vrai de voir les personnages s'animer à l'écran, c'est assez particulier, c'est assez touchant parce que moi, si tu veux, quand je fais ma bande dessinée, j'ai toujours des voix, je les vois vivre dans ma tête, mais j'essaye de retranscrire au plus précis, au travers des cases de BD, ce que je vois en tête. Le fait de les voir bouger, là, clairement, ils prennent vie et c'est assez touchant, quoi. C'est assez émouvant, ouais. C'est magique. C'est magique, ouais. Ron, donc vous êtes 2 à co-réaliser Moutafoukaz. Comment vous vous connaissiez? C'était une envie de votre part d'aller donc c'est Shojiro Nishimi, c'est ça? C'est Shojiro Nishimi. Ouais, non, je le connaissais pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que, je le connaissais au travers de son travail et j'étais très grand fan de ses réalisations. Il a été directeur de l'animation sur Tekken King Creed, qu'on connaît en français sous le nom d'Amer Béton. Et le studio 4 degrés, pour moi, c'est un studio culte. Fait partie des meilleurs du monde. Ils ont fait aussi Mind Game et des Animatrix, ce genre de choses. Et voilà. Et mon boss, mon directeur créatif, qui s'appelle Anthony Roux, avait décidé de monter un studio au Japon. Et ce faisant, il a rencontré tous les acteurs de la scène
animation japonaise, dont la boss du studio 4 degrés, dont on était des grands fans. Et en présentant la boîte, il a présenté nos bandes dessinées. Et eux, ils ont bloqué sur Mutafukaz parce que c'était le projet qui était le plus proche de leur ADN. Donc l'idée de collaboration est venue comme ça. Ça a été une idée, spontanée. Et voilà. Et Madame Tanaka voulait absolument, si on bossait en collaboration, que ce soit une vraie collaboration dans le sens où il y a un co-réalisateur japonais. Donc voilà, on s'est rencontrés avec Shojiro Nishimi. On a vu un petit peu qui on était, quoi. On a discuté, on a échangé et on s'est retrouvé quand même sur pas mal de points et voilà. Il se trouve que on s'est dit ok, c'est bon, ça m'a l'air bien engagé, on démarre, quoi. C'est comme si c'était 2 studios, un français et un japonais qui se réunissent pour faire un film. Et du coup, qui dessine, qui écrit? Est-ce que le deuxième coréal a un mot à dire sur l'histoire ou c'est l'histoire que de toi? Il faut se mettre d'accord sur quels sont, les rôles en fait. On commence pas un dessin animé en se disant allez c'est parti, on commence par le premier dessin, on verra le deuxième et ainsi de suite. Il y a d'abord une pré-production. Donc pendant l'étape de la pré-production, il faut préparer ce qui va être l'étape suivante, qui est la production du dessin animé. Donc pendant la pré-production, il y a l'étape de la bible graphique, c'est-à-dire on dessine tous les personnages. Il y a la bible littéraire, c'est-à-dire qui sont les personnages et que font-ils dans cette histoire, plus l'histoire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en faisant ça, il y a aussi une œuvre qui est préexistante, qui est la bande dessinée. Donc tout est déjà dans la bande dessinée. Alors il y a ce qu'il y a dans la bande dessinée, mais il y a aussi ce qu'il y a entre les cases de la BD, c'est-à-dire que ce que moi je sais et ce que je ne montre pas dans la BD. Donc ça, pour vraiment que le co-réalisateur japonais comprenne quelles sont mes intentions, comprenne les subtilités du script, il fallait absolument qu'on discute et qu'il sache ce que je raconte dans ma BD, mais aussi ce que je ne raconte pas dans ma BD, c'est-à-dire tout l'univers. Donc ça a pris énormément de temps et ensuite, une fois que tout est verrouillé, on sait exactement où on va. On a fait le brouillon du film, qui est une animatique. Une animatique, c'est en fait un storyboard animé. Alors storyboard, c'est le brouillon de l'animatique. Enfin bon, bref, si tu veux, c'est plein de petites étapes qu'il faut valider au fur et à mesure, qui font qu'au bout d'un moment, on arrive à la fin de la pré-production. Tout est entre guillemets prêt à partir et là on envoie le truc. Donc si tu veux, les tâches étaient il y avait énormément de discussions et d'échanges pendant la pré-production. Une fois que la pré-production était calée, c'était parti, ça partait en cuisine, quoi, j'ai envie de dire. Après, on tourne, quoi, après. C'est comme si on tournait. Exactement. Donc, moi, si tu veux, encore une fois, c'est une BD préexistante. J'ai écrit l'adaptation. C'est moi qui ai écrit le script. On va dire que quelque part, j'étais l'âme du projet. Par contre, j'étais totalement ouvert, et c'est ce que je demandais, à l'implication du co-réalisateur japonais. C'est-à-dire que lui aussi amenait ses idées. J'avais vraiment besoin qu'il s'implique dans le film. J'avais besoin qu'il comprenne les personnages. J'avais besoin qu'il apporte aussi sa touche. Et, en l'occurrence, il l'a apporté au travers, parfois, de situations cocasses. Et aussi, de poésie. Il a une espèce de poésie de la loose sur laquelle on s'est bien entendu. Et voilà, donc c'était pour le coup, toute la pré-production, ça a été beaucoup un travail d'échange et de partage. Mon nom, c'est Angelino. Et toute cette merde autour, c'est Dark Meat City. La ville où je suis né est probablement la ville où je vais mourir. Dark Meat City. DMC. Comme dégueu, merdique et crado. J'aurais pu continuer sans fin à traîner ma carcasse sans trop me poser de questions. Jusqu'à ce moment précis. En tout cas, à voir absolument, c'est sûr, c'est coup de cœur. Mutafukaz, c'est l'histoire donc d'Angelino qui part en quête un peu de son identité et qui embarque malgré lui ses deux amis. Il y a quelque chose du coup qui a changé par rapport à la BD. Est-ce que vous avez donné plus de liberté, le fait que ce soit en film? Oui, pas vraiment. Enfin, disons que la bande dessinée, elle fait 600 pages. Si tu prends l'arc narratif qui est raconté dans le long métrage, donc 600 pages, tu peux pas résumer 600 pages en 1h30. Donc il faut faire des choix. Donc à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce que je raconte dans cette BD qui nécessite absolument 600 pages. Du coup, j'ai retiré, la colonne vertébrale du récit et je me suis dit en fait, voilà ce que je raconte là-dedans. C'est l'histoire de 3 losers confrontés à une situation qui les dépasse. Là-dessus se greffe
une histoire d'amitié et une histoire d'amour impossible ou pas à voir, tu vois, et sur fond de menaces extraterrestres, on va dire, presque de menaces internes, type paranoïa, ils sont parmi nous, tu vois. Donc voilà, ensuite, une fois que j'avais cet angle-là, j'ai retiré tout le gras qu'il y avait dans la bande dessinée. La bande dessinée s'étend beaucoup plus sur le background, sur d'autres personnages secondaires. Là, j'ai vraiment décidé de focaliser sur les 3 losers et voilà quoi. Ouais, c'est des losers, mais il y a aussi beaucoup d'humour et il y a beaucoup d'autres sujets de société. Est-ce que du coup, il y a cette liberté quand même un peu plus importante pour dire des choses? Il y a pas plus ou moins de liberté dans le sens où, encore une fois, effectivement, dans une bande dessinée, t'es seul aux commandes, hein, donc tu racontes clairement ce que tu veux. Donc, je dirais que c'est à la limite le médium le plus où t'as le plus de liberté. Après, c'est vrai que dans l'animation, encore une fois, il faut faire des choix et surtout, il faut faire des choix clairs. C'est-à-dire que dans un film d'animation, t'imposes le rythme au spectateur. Donc, il s'agit pas de faire des subtilités pour que le mec revienne 10 pages en avant. Il faut vraiment que ce soit fluide et il faut que ce soit surtout à la fois fluide et évident pour le spectateur. Donc, les thèmes ressortent évidemment un petit peu plus dans l'animation que dans la bande dessinée, qui est pour le coup peut-être un peu plus fouillie, qui est certes généreuse, mais peut-être un peu plus... il y a beaucoup d'allers-retours. Dans le film d'animation, après, effectivement, c'est des questions aussi d'actualité qui me taraude depuis un petit moment, hein, c'est-à-dire le péril écologique, la tentation de la radicalisation, les dangers du conspirationnisme. Tout ça, c'est des sujets qui m'animent depuis un petit moment. Et au sein du film d'animation, j'avais envie vraiment de les mettre sur le devant. Après, encore une fois, ça reste un film de divertissement. Tout ça, c'est des questions qui sont un petit peu en background, mais ça reste quand même un film de divertissement porté sur l'action et sur l'humour de la situation, quoi. Bah oui, c'est drôle, c'est plein d'action, c'est bourré de jeux de mots. Des cascades, des bagarres complètement délirants. C'est de la science-fiction, un mélange entre Mad Max et Star Wars, non? Parce que moi j'ai pensé vraiment à ça quand j'ai vu le film. Et à la fois il y a toujours quand même une lueur d'espoir et l'amitié qui est primordiale pour le film, quoi. Ouais, de toute façon retirer la lueur d'espoir, ça aurait été quand même compliqué. Dans cet univers qui est quand même super violent et quand même assez sombre. Maintenant, effectivement, l'amitié, l'amour et par contre, je dirais plutôt que ça serait une espèce de mix entre Les Envahisseurs, Invasion Los Angeles et Gangland, quoi. D'accord. Dark Mid-City, alors il y a eu plusieurs villes qui vous ont inspiré ou juste une? Los Angeles. Pour moi, Los Angeles, c'est vraiment la ville monde dans le sens où il y a toutes les communautés, c'est multiculturel, multiethnique. Los Angeles, c'est quand même une ville où chaque quartier a quasi un nom de pays, où t'as le Little Korea, qui est la 2e ville coréenne du monde, juste derrière Séoul. Donc c'est complètement hallucinant. Donc si tu veux faire l'allégorie du monde, je pense qu'une ville comme Los Angeles, c'est vraiment the place to be, en tout cas l'endroit où placer ton histoire, d'autant plus que ces décors, ces paysages, moi c'était des décors et des paysages que je voyais dans les séries de mon enfance, à travers de Chips, d'un tas de trucs comme ça. Donc c'était une espèce de retour naturel à la base, quoi. Los Angeles, voilà. On peut pas se quitter sans dire un mot sur le casting quand même, parce que est-ce que c'est ça qui est le plus enivrant, c'est au moment où tout est fait et que les voix vont donner vie au personnage? Chaque étape est assez excitante en soi, c'est-à-dire quand tu passes du storyboard à l'animatique, c'est déjà excitant. Ensuite, quand tu commences à voir les premiers dessins bouger, c'est super excitant. Ensuite, quand tu commences à sonoriser aussi, et forcément les voix, c'est la cerise sur le gâteau dans le sens où ça y est, maintenant les personnages s'expriment. Donc oui, c'est une étape qui est super importante. Et moi, pour le coup, j'avais une idée de casting extrêmement précise. Quand j'ai rencontré le directeur de casting, Julien Kramer, je suis arrivé avec une liste du Père Noël, tu vois, où même le mec, il me disait, mais d'où tu sors tous ces noms? Mais moi, en fait, je suis un gamin qui a grandi avec la VHS, donc on n'était pas comme sur Netflix ou sur un DVD où tu peux changer le langage. Donc moi, j'ai une culture du doublage français qui fait partie absolument de moi, quoi. Donc j'avais ma liste, j'avais mon casting déjà préétabli,
de grands noms comme Dorval, comme Carsen, comme Kramer justement, comme Gilbert Lévy que je voulais absolument. Des noms qui vont pas parler au grand public, mais pour moi c'est des monuments du doublage français. Et à côté de ça, je voulais, pour renforcer le côté un petit peu loose des 3 personnages principaux, je voulais que ce soit des gens qui soient pas issus du doublage et qui aient un jeu un peu différent, qui soient un petit peu plus fragile dans leur jeu et authentique par rapport à la rue. Donc j'ai pensé tout de suite à Orelsan, quoi. Puis ensuite Gringe et Redouane Arjan sont venus de manière assez naturelle par la suite, quoi. Qui peut aller voir Moutafoukaz et on termine avec ça? Bah tout le monde, je pense. À partir du moment où, dès que t'es en âge de tenir 1h30 assis dans une salle de cinéma, je pense que c'est good, quoi. Si tu devais dire à un ami va voir Moutafoukaz, parce que c'est cool. Merci beaucoup. Merci. Le cinéma n'a jamais vu un truc pareil. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.